Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons tout d'abord avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Nous enchaînerons ensuite avec l'art à la une, l'interview où nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant sur le plateau de Smart Patrimoine Carole Blumenfeld, historienne de l'art mais aussi commissaire d'exposition, notamment spécialisée sur les redécouvertes d'artistes femmes oubliées, et ce sera justement le sujet de cette interview, les redécouvertes d'artistes femmes oubliées à l'occasion de l'exposition Je déclare vivre de mon art au musée Jean-Honoré Fragonard. Nous en parlerons dans un instant. Et enfin, en troisième partie d'émission dans Enjeux Patrimoine, nous changerons radicalement de sujet puisque nous reviendrons sur l'audit énergétique obligatoire pour les maisons individuelles classées F ou G depuis le 1er avril 2023. Nous commenterons cette nouvelle actualité. Nous tenterons de faire un premier bilan un mois après l'entrée en application donc, de cet audit énergétique avec Patrice Petit, consultant administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. A tout de suite sur le plateau de Smart Patrimoine. Et c'est parti pour l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art. Un rendez-vous proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau, ravi de vous retrouver cette semaine encore. On continue cette semaine à parler de restitution. Oui, la semaine dernière, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak, a présenté un projet de loi pour faciliter la restitution des biens culturels spoliés présents aujourd'hui dans les collections publiques. La ministre s'est exprimée dans le cadre de la restitution de 3 œuvres spoliées. Ce sont 2 tableaux et une sculpture du XVe siècle aux ayants droit des collectionneurs Ernst et Agathe Solman et Harry Fould Jr. Alors, dans les tableaux, on parle du siège de Carthage par Scipion Émilien, un tableau de l'école florentine du XVe siècle qui était déposé au musée des Beaux-Arts d'Angers. La Vierge à l'enfant de l'école de Padoue du XVe siècle qui était déposée au musée de Picardie, et une sculpture encore du XVe siècle attribuée à l'entourage de Gilles de Siloé qui était déposée au musée du Louvre. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, Sybille, sur les spécificités du projet de loi présenté ? Oui, alors aujourd'hui, les œuvres publiques sont inaliénables. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas sortir une œuvre d'une collection publique. Il faut une loi spécifique et une loi à chaque œuvre. Et donc un projet de loi cadre va être présenté pour éviter de solliciter tout simplement à chaque fois systématiquement l'Assemblée nationale. Ce projet de loi a été présenté au Conseil des ministres. Il prévoit une dérogation dans le Code du patrimoine au principe d'inaliénabilité. L'État ou la collection territoriale prononcera une sortie du domaine public de tout bien culturel qui s'est révélé avoir été spolié. Cette décision de sortie interviendra après un avis d'une commission administrative spécialisée, alors qui s'appelle exactement la Commission pour l'indemnisation des victimes de spoliation. Est-ce qu'on a une idée, Sybille, de l'ordre de grandeur des œuvres présumées spoliées présentes dans les collections publiques ? Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale, parmi les œuvres spoliées, plusieurs dizaines de milliers d'œuvres ont été rendues à la France et la majorité aujourd'hui sont rendues à leurs propriétaires. Selon les chiffres du gouvernement, on parle de 60 000 œuvres rendues à la France, 45 000 œuvres restituées à leurs propriétaires. Donc il en reste 15 000. 13 000 étaient à peu près sans valeur, donc elles ont été vendues par l'État dans les années 50. Et donc il en reste exactement 2200 qui ont été confiées à la garde de musées nationaux, et notamment pour leur intérêt artistique. Sur ces 2200, c'est seulement 184 œuvres qui ont été restituées aujourd'hui. Cependant, sur ces 2200, il faut bien savoir que toutes n'ont pas forcément été spoliées. Voilà le nombre, certaines peuvent avoir été vendues sans contrainte, mais donc cette proportion n'est pas encore su, et c'est pour ça qu'il y a encore beaucoup de recherches qui sont à faire. Alors, en parlant d'inaliénabilité de ces œuvres publiques, ça n'est pas le cas aux États-Unis, Sybille. Effectivement, toutes les collections publiques ne sont pas gérées de la même manière dans le monde, et aux États-Unis, c'est parfaitement possible. Alors, ce sont les informations du média ArtNet, le Whitney Museum, qui est situé à New York,
York, va céder 7 œuvres de ses collections pour financer d'autres acquisitions. Il y aura notamment cette œuvre que vous voyez, une œuvre d'Edward Hopper qui s'appelle Cobb's Barn, alors même que le musée est particulièrement connu pour sa collection de Hopper. La toile sera mise aux enchères chez Sotheby's le 16 mai prochain, avec une estimation située entre 8 et 12 millions de dollars. Seront également en vente 3 aquarelles d'Hopper, 2 œuvres de John Marin et une peinture à l'huile de Maurice Prendergast. Ces œuvres sont aussi vendues chez Sotheby's. Les estimations sont situées entre 70 et 700 000 dollars. Et alors on reste donc chez Sotheby's toujours avec vous, Sybille, et on va parler de la vente de la collection de Freddie Mercury. Ouais, ce sera une exposition. Une exposition. Ça vous enchante, Freddie Mercury. Une exposition itinérante déjà nous permet de voir cette collection, c'est d'imaginer l'intérieur de la fameuse villa Garden Lodge du chanteur de Queen. On trouvera à la fois des œuvres de sa collection personnelle, mais aussi des ébauches de textes ou encore ses costumes. En tout, il y aura 1500 objets qui seront dans cette vente. On retrouve notamment la couronne et la cape de Freddie Mercury. Donc cette couronne qui est inspirée de la véritable couronne du roi Charles qu'il va porter lors de son couronnement. Et Freddie Mercury, lui, les a portés lorsqu'il interprétait God Save the Queen en 1986, estimé entre 60 et 80 000 pounds. Il y a aussi une ébauche manuscrite des paroles de We Are the Champion, estimée entre 200 et 300 000 pounds. Une guitare acoustique de Freddie Mercury, estimée entre 30 et 50 000 pounds. Et encore des œuvres sur papier, par exemple de Picasso, Jacqueline au chapeau noir, estimées entre 50 et 70 000 pounds. 6 ventes en tout seront réalisées en septembre et ce sera à Londres. Merci beaucoup Sybille Aoudjan donc pour ces actualités hebdomadaires donc dans le monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir d'accueillir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Carole Blumenfeld. Bonjour Carole Blumenfeld. Merci de m'accueillir. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes historienne de l'art, vous êtes commissaire d'exposition également, notamment spécialisée en ce qui concerne les redécouvertes d'artistes femmes oubliées. Vous êtes la commissaire de l'exposition Je déclare vivre de mon art dans l'atelier des sœurs Lemoine et Chaudet. On va notamment parler des différentes surprises que vous avez pu avoir en travaillant sur ces 4 sœurs Lemoine. Juste avant, une question peut-être un petit peu plus générale sur les redécouvertes d'artistes femmes oubliées. Est-ce que vous avez une idée aujourd'hui de la proportion d'artistes femmes représentées dans les collections publiques ? Alors, je ne m'aventure pas sur ce terrain-là parce qu'il y a plein de statistiques qui ont été faites et ils sont quantitatifs, ces statistiques. Ce que je trouve effrayant, vous savez, j'ai fait une thèse doctorat sur une artiste qui s'appelle Marguerite Gérard. Je publie la monographie après des années de travail, voilà. Et juste après, un musée m'écrit « Ah, vous devrez être super, super heureuse parce que nous venons d'acheter une œuvre et ça nous fait une de plus et en plus, c'est l'artiste que vous avez défendu. » Et bon, a priori, je suis très contente. Ils avaient acheté une miniature qui fait 4,5 cm et qui en plus n'avait pas vocation à être montrée parce que c'est un musée dans lequel on n'expose pas les miniatures. Non. D'accord. Donc il ne faut pas réfléchir en termes de statistiques ou de nombre d'œuvres. En fait, D'accord. Normalement, je devrais participer à cette grande campagne de statistiques et auquel je me refuse parce que je trouve que c'est... La question, c'est que ce musée-là, au même moment, avait dépensé beaucoup d'argent pour un tableau d'un homme académicien, vous voyez ce que je veux dire, qui allait être accroché parce que c'était une œuvre destinée à être montrée facilement. Il y a des œuvres que vous pouvez montrer toute l'année et des œuvres que vous ne pouvez pas... voilà. Donc non, je me refuse. Parce qu'en plus d'être moins représentées, elles le sont aussi de manière peut-être avec des œuvres qui sont moins, qui sont de petite taille ou par exemple des dessins moins extraordinaires, on va dire. Alors la question des quotas, c'est que quand vous voulez faire plaisir et que pour les quotas vous cochez une case et vous achetez donc des miniatures ou alors des œuvres de petit format. Personnellement, mettez les moyens à acheter une œuvre majeure. Voilà. Mais après, effectivement, c'est en train d'arriver. Mais la question, c'est, je trouve que dans ce travail de redécouverte, j'ai presque une promotion dans la monographie qui est là. Ça, c'est la version anglaise. J'ai calculé, j'ai beaucoup travaillé sur la maquette. Beaucoup. Et je m'étais dit que les pleines pages d'œuvres qui sont en collection privée, elles étaient destinées à guider des directeurs de musées au cours des décennies et des années qui viennent pour les encourager à... Voilà, si c'est une pleine page dans la monographie, peut-être que, effectivement, là, pour l'instant, à ce jour, j'ai 3 pleines pages qui ouvrent des chapitres qui viennent de rentrer dans des musées. Donc là, je suis contente. D'accord. Là, je compte comme... Là, j'ai l'impression d'avoir un devoir accompli. D'avoir fait connaître des œuvres un peu plus majeures, c'est ça qui rentre dans les musées aujourd'hui ? Oui, enfin, alors, c'est pas une question de prix, mais c'est une question d'importance de l'œuvre. Oui.
L'importance dans la manière d'envisager l'artiste aussi. Bon, si vous mettez des petites esquisses, j'ai pas rien contre les esquisses, je veux dire, j'ai beaucoup de plaisir à regarder des esquisses d'artistes, mais si vous mettez des petites esquisses de petits formats qui n'étaient pas destinées à être montrées du temps de l'artiste. Bien sûr, oui. Enfin, c'est pas les œuvres qu'elles avaient sélectionnées pour les montrer, ou enfin, c'est des œuvres d'atelier qu'elles avaient gardées chez elles, qu'elles ont gardées pendant des années. Ça va pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Oui, pourquoi choisir celle-là ? Oui. Pourquoi choisir celle-là ? Parce qu'elles sont moins chères et c'est plus facile. Donc, voilà, il faut faire attention. Pourquoi aujourd'hui faire ce travail de redécouverte ? Est-ce que c'est parce qu'elles étaient pas présentes durant les siècles, ou parce que, au contraire, c'est juste parce qu'il y avait des hommes qui étaient à la gestion des académies et qu'ils les ont juste pas mises en avant à l'époque ? Alors, il y a deux choses, il y a deux mouvements. Le premier mouvement, c'est qu'effectivement, l'académie avait un numerus clausus, parce que là, on parle des peintures, les artistes femmes à Paris, fin 18e. Il y avait un numerus clausus qui a été atteint à l'académie, qui était de 4. D'accord. Voilà, pour combien d'hommes ? Beaucoup, d'accord. Beaucoup. Alors, bon, bref, c'est une chose, mais donc en fait, quand vous étiez à l'académie, vous aviez beaucoup plus de chances de rentrer dans les collections royales, ou en tout cas les collections, ce qui est devenu l'embryon des collections nationales. Donc en fait, mine de rien, aujourd'hui, quand on regarde les femmes artistes, mais on reconnaît systématiquement les 2 ou les 4 qui étaient, en gros, Elisabeth Vigée-Lebrun et l'abbé Guillard, qui ont été achetées, qui sont rentrés du temps de l'Académie dans les collections françaises. Bien sûr. Donc en fait, on continue, si vous voulez, à garder les mêmes critères et embrasser exactement la même vision. Et paradoxalement, moi je suis persuadée que l'Académie, l'Académie c'est formidable, et j'y crois, c'est bien les titres, mais lorsque justement vous n'avez pas de titre et que vous devez faire une carrière et vivre de votre carrière, manger, un artiste qui a faim, c'est important la question, toujours faire attention à l'économie, ça vous pousse à vous réinventer souvent, à être à l'écoute d'une actualité intellectuelle, politique, sociale assez formidable, et ça vous pousse à aller chercher des commanditaires novateurs, audacieux, assez amusants et sympathiques, je trouve. Mais en tout cas, voilà, c'est une autre histoire de la peinture française que j'ai la chance d'explorer. En tout cas, je suis ravie. Je préfère travailler sur ces artistes-là qui sont toujours à la pointe de la modernité, qui savent, qui ont lu les brochures. En plus, c'est assez évident parce que ça apparaît sur les tableaux parfois, avant même la publication d'un conte ou d'une pièce de théâtre. Elles ont peint, elles ont daté. Par hasard, elles ont daté le tableau de 83, c'est le cas des Sœurs Lemoine, alors que la brochure a été publiée une année après. Vous voyez, c'est ça qui m'intéresse. Moi, je les aime comme ça, en tout cas. Oui, parce que justement, ces Sœurs Lemoine et Chaudet, elles ont vraiment vécu, c'est le titre de l'exposition, elles ont vécu de leur art. Elles étaient vraiment artistes à leur époque, elles faisaient que ça. Alors, surtout, elles vivaient de ça. Oui. Parce que faire que ça, c'est bien, mais c'est pas un loisir, c'est qu'elles sont filles de perruquiers. Donc Chaudet, Jeanne-Elisabeth Chaudet, donc c'est la cousine Germaine, qui est aussi fille de perruquier. Bien sûr. Donc c'est 4 sœurs Lemoine et en plus une cousine Germaine. Et la cousine Germaine. Mais elles vivent tous ensemble. Il se trouve que par les hasards de la vie, et donc la petite cousine a perdu ses parents. Et elles, donc filles de perruquier, voilà. Et elles vivent complètement. Et elles accumulent. Marie-Victoire Lemoine, elle a un appétit dévorant. Elle a envie de s'étendre et elle achète des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'hectares. Je n'ai pas fait le compte, mais je veux dire, c'est autour d'une centaine d'hectares, ou un peu plus d'ailleurs. Elle achète des terres un peu de partout où elle ne met pas forcément les pieds, mais en tout cas, à la Révolution, lorsqu'on vend les biens de l'Église, elle achète. Donc en fait, elles ont elles ont constitué un patrimoine. Mais elles ont réussi à vivre de leur art hors des sentiers académiques, du coup, ces Sœurs Lemoine ? Mieux que si elles avaient fait partie des sentiers académiques. D'accord. Parce que l'académie, toute cette carrière académique, vous êtes mal payé. C'est pas, Et comment vous les avez redécouvertes, ces sœurs et sa cousine ? Je fais pas exprès. Quelle est l'histoire derrière ? Vous pouvez nous la raconter ? J'ai été surprise par un tableau de Jeanne-Elisabeth Chaudet que j'avais exposé en 2018, dont je me suis pas remise, qui est la couverture de l'exposition de cet été. Parce que, je le montre à nouveau, parce que c'est un tableau inédit. Ça, c'est la surprise, si vous voulez. Je connaissais Jeanne-Elisabeth Chaudet. Je connaissais une grande partie de son corpus. Honnêtement, rien ne me disait que le chef-d'œuvre absolu, c'était son dernier pratiquement tableau. Et que ce chef-d'œuvre-là, ce tableau-là, en tout cas, il était un cran au-dessus de tout ce qu'on connaissait d'elle.
D'accord. Oui, enfin, et personne ne l'avait vu. Enfin, je veux dire, il était caché pendant 2 siècles. Bon, il avait été montré au salon en 1817, mais c'est complètement déstabilisant lorsque vous avez une œuvre qui change complètement je sais pas, la perception que vous avez de l'artiste, la relation que vous avez de l'artiste. Et donc, effectivement, ma curiosité a été... Et donc, vous êtes arrivé donc, via Jeanne-Élisabeth Chaudet, et ensuite, vous avez découvert les Sœurs Lemoine, vous avez redécouvert les Sœurs Lemoine, c'est ça? Non, ça fait un petit moment que ça dure. Il y a un travail d'enquête quand même. Ça fait un petit moment que ça dure, voilà, c'était un peu... Voilà, et en fait, il se trouve, effectivement, je le raconte assez bien, il y a eu un piège. J'ai été piégée par une des Sœurs Lemoine, enfin, par 2 sœurs des Lemoine. Il y a un tableau qui vient de la famille, qui est ressorti il y a quelques années. C'est la maison de Bec qui les sort, et en fait, je vais voir... Enfin, j'avais vu, la famille avait mis longtemps pas à les libérer, mais il y a eu des contretemps. Bien sûr. Je n'avais pas vu les œuvres, donc j'étais absolument persuadée qu'un des tableaux était évidemment de Marie-Victoire, parce que ça correspondait à tout ce que je connaissais de Marie-Victoire. Et ça faisait comme j'avais une petite expérience. Et puis c'est la plus emblématique des 4, ou la plus passionnée par la peinture, en tout cas, ou celle dont on connaît le plus sa carrière de peintre? C'est celle qui a la carrière la plus longue et qui a effectivement le plus peint. D'accord. Ouais. Parce qu'elle est chef d'atelier, finalement. Oui, c'est l'aînée. Enfin, et c'est celle qui a vraiment... qui a porté un projet et qui a emmené tout le monde, en fait. Elle a entraîné tout le monde. Et donc, effectivement, ce tableau-là, j'étais absolument persuadée, mais j'aurais mis ma main coupée. Et je vois le tableau. Alors, moi, je crache sur les tableaux quand ils sont vraiment très sales, parce que là, il était vraiment très sale. Donc, voilà, j'ai craché sur le tableau. Et j'ai cherché, parce que vous avez envie de quand même savoir. Et là, quand j'ai vu apparaître la signature de sa sœur, je suis sortie. Je me suis dit, mince, c'est pas vrai. Et bon, là, j'ai compris qu'on avait une histoire. Enfin, vous voyez, là, j'ai compris qu'on était parti pour quelque chose. Ça allait être une aventure qui allait durer plusieurs années, parce que à partir du moment où vous êtes piégé par des artistes... il se crée quelque chose, vous avez une relation avec eux. Il y a un travail d'enquête qui se fait, oui. Et dans juste pour terminer l'interview, par rapport aux collectionneurs, est-ce que vous ressentez que les collectionneurs sont particulièrement attirés, friands, curieux de ces nouvelles œuvres de femmes qu'on redécouvre, ou de femmes artistes qu'on redécouvre? Les collectionneurs, c'est un peu comme au XVIIIe siècle, ils sont précurseurs. Donc ils ont un vrai rôle à jouer. C'est pas qu'ils ont très... Enfin, je veux dire, ils le jouent déjà. Enfin, je veux dire, le chef-d'œuvre, ça appartient à un collectionneur. Enfin, le tableau qui fait la couverture, ça appartient à un collectionneur. Et qui est mordu, d'ailleurs, et qui accompagne ce travail. En fait, les collectionneurs sont là avant, si vous voulez. C'est un peu comme l'Académie. Lui est persuadé que le nom de cet artiste devrait ressortir et avoir beaucoup plus de succès. Alors, je vais vous dire, en général, c'est pas le nom qui les intéresse, c'est les œuvres, ou en tout cas, c'est le parcours. Oui, c'est pas tellement le nom. Et effectivement, ce qui est extraordinaire en France, il faut vraiment le dire, c'est que ma première exposition, c'était en 2007. Entre 2007 et aujourd'hui, j'ai complètement changé le profil des collectionneurs qui me prêtent des œuvres. En 2007, ils avaient une moyenne d'âge entre 75 et 80 ans. Ils avaient souvent hérité, ou alors c'était des gens des professions libérales qui avaient acheté pour décorer, ou qui avaient acheté un peu par passion. Aujourd'hui, j'ai une moyenne d'âge de collectionneurs qui ont une 50aine d'années, qui achètent beaucoup, qui sont rapides, efficaces, qui ont un goût... On va devoir finir là-dessus. Audacieux, et c'est ça qui est magique. Et ça vient de la France. Merci beaucoup, Carole Blumenfeld, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci également, Sybille Aoudjan, pour ces actualités du monde de l'art qu'on retrouve la semaine prochaine. On se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine. Nous allons tenter de dresser ensemble un premier bilan avec peu de recul tout de même vis-à-vis de cet audit énergétique qui est obligatoire depuis à peine un mois, depuis le 1er avril 2023, notamment pour les maisons individuelles classées F et G qui ont un DPE, donc affichant une note de F ou de G. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Patrice Petit. Bonjour Patrice Petit. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes consultant, administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. Nous souhaitions faire un premier bilan léger au premier mois de l'entrée en application de cet audit énergétique obligatoire. On a conscience que c'est un peu tôt pour commencer à tirer des conclusions, mais certains audits énergétiques ont donc été émis. Ça y est, la machine est en marche. Est-ce qu'on peut en tirer quelques conclusions à l'heure actuelle, Patrice Petit ?
Alors, déjà, effectivement, comme vous le soulignez à juste titre, il est encore un peu tôt pour tirer un premier bilan, tirer des conclusions en la matière. Je voudrais déjà, dans un premier temps, souligner le rôle d'Orpi. La coopérative Orpi, effectivement, est investie dans le domaine et a son rôle à jouer sur le plan national, déjà pour décrypter, comprendre, et puis surtout accompagner les clients pour anticiper donc tout ce qui concerne la rénovation énergétique des bâtiments. Première chose, effectivement, ça concerne des maisons individuelles ou des immeubles collectifs appartenant au même propriétaire, classés F et G par le DPE. Et en fait, ça représente combien de logements ? 15% à peine du marché. Il y a donc très peu de transactions réalisées depuis le 1er avril qui sont concernées par cet audit énergétique. Vous en avez vu chez Orpi des transactions qui intégraient un audit énergétique ? Alors, oui. Quelques-uns. Déjà, je vous ai amené effectivement un modèle, un exemple. Ce qui ressort déjà, il y a déjà la compréhension. Déjà par les clients qui sont informés déjà, et puis aussi une certaine forme de surprise des candidats acquéreurs. Qui découvrent ce document. Qui découvrent, je dirais, non pas le document, l'ampleur, le chiffrage des travaux. D'accord. C'est plus que ce qu'on pense. C'est parfois un peu au-delà de ce que l'on peut imaginer. D'accord. Et pour autant, à l'heure actuelle, il y a encore un certain nombre de flous sur les aspects réglementaires. Il y a des textes dont on attend encore la publication. Par exemple, je pense... Sur le gel des loyers, alors on est sur des sujets connexes, mais il nous manque un décret. Donc il nous manque tout n'est pas encore complètement figé. Pour autant, il y a l'obligation aujourd'hui de fournir un certain nombre de documents quand on veut vendre ou acheter un bien immobilier. Tout à fait. Un autre élément qui mériterait d'être clarifié, c'est ce qu'on appelle les copropriétés horizontales. La possibilité, là, pour un propriétaire, un copropriétaire, une copropriété horizontale, je le rappelle, c'est comme un lotissement, sauf que c'est soumis au statut. Voilà, donc même si le texte exclut les biens soumis au statut de la copropriété, il semblerait, selon une foire aux questions disponible sur le site du ministère, que ces biens soient soumis à cette obligation. Mais on a l'impression, alors on s'écarte une minute du sujet, mais que dès qu'on parle de copropriété et de rénovation énergétique, tout de suite ça devient encore plus compliqué que la rénovation énergétique de sa maison individuelle. Certes, forcément, puisque le temps dans une copropriété est plus long. Le rendez-vous, il est annuel, une fois par an, l'Assemblée générale, puisque c'est le lieu où se prennent les décisions. Bien sûr. Si les copropriétaires ont conscience de la nécessité de sortir du statut de passoire thermique, ont conscience de la nécessité de rénover les copropriétés, ce qui manque cruellement, c'est l'argent. Ce sont les fonds disponibles pour réaliser ces travaux. À cet égard d'ailleurs, Orpi a négocié un partenariat avec une société innovante qui s'appelle Hiro. Hiro accompagne donc les propriétaires pour les travaux de rénovation, donc faire une première analyse de ces travaux de rénovation nécessaires. D'accord. Donc ça, c'est quand on est vendeur ou en tout cas propriétaire avec volonté de rénovation. Absolument. D'accord. Et dans un second aspect des services proposés par Hiro, c'est le financement global de ces travaux en incluant les aides disponibles. Là aussi, c'est un petit peu la jungle et Orpi a son rôle à jouer pour clarifier les choses. Déjà, je pense à MaPrimeRénov', je pense au certificat d'économie. Et notamment cet audit énergétique. Donc c'est le DPE, on met quoi ? On met quelques heures, une demi-journée au maximum pour le réaliser sur un bien immobilier. L'audit énergétique, ça prend combien de temps ? Alors, effectivement,
le DPE va être réalisé beaucoup plus rapidement. Pour autant, ça va dépendre si l'auditeur, le diagnostiqueur dispose des documents nécessaires, que ce soit le recueil de ces documents préalablement à la visite sur place ou aux constatations faites sur place et aux documents qui sont analysés sur place par le diagnostiqueur. Ensuite, eh bien, par rapport à un DPE, oui, si le DPE va durer environ un quart d'heure, une demi-heure, en fonction de la superficie, bien sûr de la typologie du bien, l'audit, lui, va pouvoir durer un petit peu plus longtemps et nécessiter pratiquement 2 à 3 heures sur place. Donc il est plus cher. Il est effectivement plus cher, plus de responsabilités. Alors, on commence à avoir la concurrence qui joue pleinement son rôle. Les premiers prix constatés en termes d'audit tournent autour de 500 à 600 euros, mais encore une fois, pour les biens les plus petits, s'agissant toujours d'habitat individuel, je le rappelle, ou de monopropriété. Et puis, on peut aller pour un immeuble collectif vers 1000, 1500, 1800 euros même. Une question, Patrice Petit, qui est peut-être un petit peu provocatrice, mais quand on est propriétaire, qu'on veut vendre son bien immobilier, on va donc payer un audit énergétique pour fournir à son futur acheteur un argument de négociation du prix du bien immobilier, c'est ça ? Ouais, le raccourci, il est un petit peu facile, certes, mais moi je rappelle que c'est aussi une nécessité absolue. Mais oui, on ne va pas le nier, c'est un constat. On voit bien aujourd'hui que l'audit, quand il est fourni, que l'on voit l'enveloppe de travaux nécessaires, la typologie des travaux nécessaires, et puis en face, à chaque étape, on voit l'économie réalisée, les consommations qui vont en résulter. Bien sûr, et l'investissement de départ. Et là, on se dit, si effectivement je dois investir ce montant-là pour arriver à cette classe énergétique plus performante, eh bien, autant que je négocie le prix en matière d'enveloppe de travaux. Et on arrive aujourd'hui à des négociations qui incluent l'enveloppe de travaux en termes de baisse de prix. D'accord. Et alors, une question très importante, l'audit énergétique est obligatoire depuis le 1er avril 2023, donc dans les cas qu'on a évoqués précédemment. Est-ce que ça veut dire que quand l'audit énergétique est réalisé, qu'il propose un plan de travaux, ces travaux sont obligatoires pour celui qui a réalisé l'audit ou celui qui achètera le bien immobilier ? Alors, en fait, non. D'accord. L'audit énergétique, c'est un outil d'information. Mais la transaction vente du bien, c'est le moment le plus opportun pour réaliser des travaux. Le bien est disponible, il est vide. L'audit énergétique présenté au candidat acquéreur dès la première visite va lui permettre d'appréhender l'enveloppe des travaux nécessaires, mais également les aides financières disponibles. Je parlais de ma prime rénov, certificat d'économie d'énergie, l'éco-prêt à taux zéro, et aussi les aides locales. Le département, la commune, qui également investit au profit de ses propriétaires pour réaliser des travaux. Donc pas d'obligation, mais une incitation, une information claire et précise sur ce qu'il est possible de faire. Merci beaucoup Patrice Petit d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je vous propose de revenir dans quelques mois quand on pourra faire un bilan un peu plus conséquent sur le sujet. Merci beaucoup en tout cas. Avec grand plaisir. Je rappelle que vous êtes consultant administrateur de biens et expert de la rénovation énergétique chez Orpi. Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.